Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va un petit peu continuer les tutos sur la création de JDR. Et là, on va parler de la création de personnages. Comment équilibrer en fait vraiment un personnage dans les répartitions, des points d'attribut, des HP, et puis comment imaginer aussi par rapport aux compétences, etc. Et après, on va voir aussi comment s'organiser sur la création d'une fiche personnage. On va passer par Photoshop, mais je vais donner des techniques, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas Photoshop et que vous utilisez des fiches perso qui existent déjà en fait sur des sites tels que Roll20 ou quoi que ce soit, ça va pas forcément vous intéresser. Là, va vraiment parler de l'élaboration d'une fiche perso de A à Z en fait. Donc c'est parti, on va prendre encore une fois mon personnage que j'avais fait l'autre jour, Aiwa. Je vais expliquer un petit peu au début, je vais revenir sur les petits points que j'avais dit, surtout par rapport aux attributs. Ce qui va nous intéresser vraiment, ça va être les attributs. Encore une fois, là on est sur la création d'un système, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer d'un système qui potentiellement existe déjà, et on va s'approprier certaines règles qui marchent très bien et les transformer pour faire en sorte que ça colle avec l'univers dans lequel on essaye de progresser. Moi typiquement je me suis inspiré de l'univers de Runeterra, de League of Legends, donc forcément j'ai fait en sorte que ça y ressemble pour les joueurs, parce que c'est souvent des joueurs qui connaissent le lore ou qui connaissent le jeu. Donc forcément je suis parti sur le principe que mes personnages ont un passif, 3 sorts et un ultimate. Je suis aussi parti du principe qu'ils aient des équipements, qu'il y ait cette notion un petit peu d'acheter des équipements avec des valeurs, etc. Et on va revenir dessus un peu après. Mais donc du coup on va s'occuper de la partie d'abord JDR pure, donc les attributs par rapport à la répartition de points, etc. Donc on peut voir ici que j'ai fait mes répartitions classiques. J'ai mis de la force pour tout ce qui va être attribut physique, de l'agilité pour tout ce qui va être déplacement habile, etc. Il y a de l'endurance. Alors l'endurance, ça peut souvent être... chaque système peut se l'approprier. Moi, l'endurance, en fait, ça va être les déplacements en continu, le fait de répéter des actions, de la respiration retenue, etc. Voilà. Ça l'endurance, c'est quelque chose qui... Il y a certains systèmes, typiquement Aria, ils se basent sur l'endurance pour mettre des points de vie. Ici, on va pas faire comme ça. On a de l'intelligence, voilà, tout ce qui va être la connaissance du monde, etc. De la perception. La perception, moi je dis toujours, c'est les 4 sens, sauf le toucher. Donc la vue, l'ouïe, le goût et l'odorat. Typiquement, si mon personnage boit, je lui dis fais-moi un jet de perception sans qu'il le sache. Et il va peut-être potentiellement recracher en se disant putain c'est empoisonné, ou alors il va boire et s'empoisonner. Les réflexes, donc les réflexes c'est pour l'esquive en fait. La discrétion, ça va être sur tout ce qui est... Alors la discrétion, souvent on l'assimile au mouvement. Moi je vais aussi le mettre sur la communication. Le fait de parler en chuchotant, le fait de montrer quelqu'un du doigt discrètement, ça rentre dans la discrétion. Et ensuite le charisme, alors pour les 3 qui sont là, ils sont vachement proches, mais en fait moi j'ai fait en sorte que de comment expliquer, comment les répartir. Le charisme, ça va être la première impression. Donc comment les gens vont te voir au premier abord, est-ce qu'ils vont être charmés, est-ce qu'ils vont être... Waouh, il a une certaine prestance, voilà, sans forcément avoir à parler ou quoi, ou... Forcément, il faut un peu parler, mais des fois, juste le charisme, ça peut aider. Avec les animaux également, ça aide. La persuasion, ça va être le fait de mentir, convaincre, tout simplement. Le fait d'être persuasif dans comment on raconte une histoire et potentiellement emmener des gens avec nous pour éviter des choses ou sortir de situations. Et l'intimidation, ça peut être 2 cas de figure. Soit on évite la discussion et directement on impose sa condition, comme ça la personne nous écoute ou pas. Soit on provoque. Voilà, l'intimidation c'est aussi la provocation au combat, etc. quoi. Et ensuite donc les 3 qui sont là, voilà, les 2 spéciaux par rapport à mon personnage. Par exemple j'ai mis possession et sacrifice. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va y avoir là-dedans, et ça c'est un système que j'aime bien mettre en place. Par exemple, on peut voir que passif, le drain des aiguilles, chaque point qui touche lui redonne des points de vie, ça ne dépend d'aucun des deux. Voilà, le passif va marcher quoi qu'il arrive parce qu'il n'est pas forcément très fort, et parce qu'en fait il va être en match avec certaines des compétences, dont les espèces d'hémorragie en fait, les soins hémorragiques, etc. Le sort 1 par exemple, on voit possession corporelle, peut prendre possession d'un ennemi touché par ses aiguilles. Donc là on va être dans la possession, donc il faudra faire un jet de possession. J'essaye aussi, alors ça je précise, j'essaye d'être assez vague dans mes explications, pour pas forcément, pour être assez libre en termes d'imagination aussi derrière, et savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ou ne pas faire aussi, parce qu'en tant qu'MJ, il faut quand même restreindre certaines actions qui peuvent être trop fortes. Le soin hémorragique donc peut donner de son sang pour soigner ou blesser un possédé. Techniquement, il peut passer entre les deux en fait. Parce que le soin hémorragique, on va dire que si je l'utilise sur sacrifice, eh ben, il va prendre de mon sang pour soigner un allié. Donc je vais sacrifier de mon sang et soigner un allié. Par contre, si je le fais sur possession, je vais prendre de mon sang pour blesser un ennemi possédé. C'est ça où en fait des fois il va y avoir des sorts qui vont pouvoir être utilisés avec les deux. Par exemple,
j'ai un mage, c'est un mage du temps, et il a un espèce d'artefact qui fait aussi de la magie du temps, mais différemment. C'est-à-dire que c'est un artefact qui ne contrôle pas. Donc, on a fait en sorte que les 3 sorts soient liés à sa magie du temps et à son artefact. Quand c'est la magie du temps, c'est un petit peu lui qui peut choisir ce qu'il veut dans sa propre volonté, est-ce que ça va marcher ou pas. Et si c'est l'artefact, c'est un peu moi qui vais l'aider, le diriger dans ce que l'artefact lui propose en fait. Donc il y a un truc un peu plus aléatoire et un truc un peu plus contrôlé en fait. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est le fait de pouvoir donner des idées de diversification dans les sorts, tout en restant dans l'esprit du personnage. Communication hémorragique, par exemple, peut communiquer avec l'esprit environnant contre du sang. Donc il va utiliser de son sang, c'est pour ça que les aiguilles, les drains des aiguilles sont importants. Il faut qu'il y ait une logique dans la création de son personnage. Il utilise beaucoup de son sang, donc il peut se baser sur de la régénération de points de vie, donc il lui faut quand même pas mal de points de vie. Donc son but, ça va être de s'équiper peut-être en fonction des points de vie. Voilà. Donc pour la répartition des points d'attribut, comment je fais? C'est simple, je mets 50 points de partout, plus la santé. Donc vraiment on est à 50 de là jusque là avec la santé. Et je le divise par le nombre d'attributs. Donc par exemple je vais faire 50 fois 15, parce que 15 c'est le nombre total de mes attributs plus santé. On est à 750. 750 du coup sachant que, et c'est là où du coup il y a les conditions qui rentrent en jeu. Et alors après je mets des obligations un petit peu, genre tous les personnages ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. N'hésitez pas à faire des petites sessions test ou vous mettre dans des conditions pour voir comment ça peut marcher ou pas, pour comprendre un petit peu votre système. Moi mon système il est simple, c'est que là-dedans ça va être des choses qui vont beaucoup utiliser. Vraiment beaucoup. Moi ici j'ai donné une obligation, c'est simple, c'est 1 à 80 uniquement, et les autres entre 60 et 70. Ensuite, tous les G qui sont ici, il en faut 1 au moins à 10. 1 à 80, c'est pas obligatoire, mais après c'est 1 à 80 maximum, et tout le reste c'est entre 20 et 70. Pourquoi 1 à 10? Parce que je trouve ça intéressant, qu'il y ait vraiment une lacune vraiment particulière. Ensuite, les PV c'est entre 60 et 130 maximum. Il y a des gens qui vont vouloir potentiellement se mettre en malus de certains attributs pour déjà partir dès le début plus tanky. Ça peut se comprendre parce qu'il y a des gens qui vont vraiment jouer le tank. Et après, je m'arrange un petit peu selon comment je le sens au feeling. Par exemple, j'avais envie de la faire commencer avec une robe chamanique qui lui donne 10 de RM. Voilà, c'est pas 10 de RM définitif. Donc jusqu'à ce que l'objet casse, il y aura 10 de RM. Et puis au bout d'un moment, l'objet va s'user et se briser. Et puis voilà. Pour l'armure, comme je disais l'autre jour, et c'est vrai que je vais revenir dessus parce que dans la première vidéo, j'étais passé assez rapidement dessus. Pour l'armure, j'avais fait un système en fait que l'armure et la résistance magique, ils vont venir soulager la prise de dégâts dans la santé. Typiquement, la 10 de résistance magique, s'il y a une attaque magique en face, par exemple à 30, on va faire 1 des 10. Et par exemple, il va faire 1 des 10, il va faire 7. Et bah du coup, il va perdre que 23 PV. Et pas 30, parce qu'il y a 10 qui ont été tankés par la robe chamanique. Donc 23 PV, donc on lui enlève, il passe de 80 à 57 du coup. Et la robe chamanique a tanké 7 de dégâts, donc par exemple si elle a 100 PV, et ben elle passe à 93 du coup. Jusqu'à au bout d'un moment, peut-être que l'item va péter, etc. Alors ensuite on va parler de la rareté des objets. Ici on a un petit onglet qui s'appelle code couleur, et en fait ça je vais expliquer après à quoi ça sert. On peut voir ici qu'il y a 6 couleurs divisées en 2 parties en fait. Donc ici ça va être les starters un petit peu, donc le gris et le vert ça va être les 2 bases, ils vont pas donner d'attributs spéciaux. Le gris ça va être usé, le vert ça va être normal, et en fait ces deux-là ils ne vont pas donner de stats. Ça c'est sûr, si tu as un item gris ou vert c'est juste pour dire qu'il y a de la tenue, il y a des vêtements. Ça peut donner par contre, pas forcément des stats, mais ça peut donner un passif. Par exemple, si on a un costume, le costume, son passif, c'est peut rentrer dans des soirées un peu plus nobles, un peu plus prestigieuses, puisqu'on a un costard. Donc c'est vraiment une bonne tenue, sauf qu'elle ne va pas donner de G ici. Voilà, c'est une belle tenue, mais elle va être en neutre là-dedans. On peut la upgrade, on peut lui donner après plus tard. Moi j'ai fait un système où on peut donner récupérer les enchantements et les mettre ailleurs, ou upgrade un item de vert à bleu, avec forge, couture, etc. Sauf que du coup ça coûte de l'argent, etc. Mais après c'est moins cher que de l'acheter directement de cette valeur là. Ici ça va être bon, donc bon état, on commence déjà à avoir un petit peu des G, donc ça peut donner 5 PV, ça peut donner, on verra comment on répartit ça. Ici on a excellent, parfait et légendaire.
Et en fait, excellent, parfait, ils vont avoir un truc différent. C'est que pour les armes et pour les équipements, déjà ceux-là ils vont être beaucoup plus forts. Et le légendaire, littéralement, ne peut pas se briser. Le légendaire fait en sorte que il n'a pas de point de vie. Donc si on prend des dégâts dessus, il ne se brise jamais. Voilà. Parce que c'est aussi le principe d'avoir une arme légendaire quand même. Et pour ces deux-là, par exemple, pour une arme, je pars du principe que par exemple, ici j'ai une arme bleue, on va dire, elle fait, allez, 20 de dégâts. Et si je passe directement au rouge, bah, j'ai une arme rouge qui fait 42 dégâts. À partir du rouge, là par exemple pour le bleu, 20 de dégâts, on va dire, bah tu fais 1 des 20. Et combien tu feras, bah ça sera les dégâts qu'il y aura. Donc c'est du full aléatoire. Sauf qu'à partir du rouge, on dira soit tu fais 1 des 40, soit tu tapes à 20 de valeur sûre. Donc à partir de ce niveau-là, il a le choix de soit il clutch en se disant bah potentiellement je peux faire plus, soit il prend la valeur sûre en se disant tu sais quoi, je préfère taper 20, au moins je suis sûr de moi. Pareil pour le orange, on va dire que ça sera 60. Donc soit tu tapes à 30 sûr, soit tu fais 1 des 60 et on voit combien tu tapes. Et pareil pour le violet, ce sera légendaire et du coup voilà. Alors on va changer un peu de personnage. Je vais expliquer pourquoi je me suis pris la tête ici par exemple à faire comme on peut voir des classements avec des codes couleurs etc. Tout bien rangé. Ici par exemple j'ai mis les résistances en premier, ensuite l'or, ensuite les sacs, l'équipement, les attributs et les compétences. Pourquoi? Parce qu'en fait les résistances, l'or, ça va être les deux choses vraiment qu'on va le plus souvent être amené à changer. Voilà. Perdre des points de vie, ça peut arriver assez régulièrement, même dans des petites actions. En loupant un petit jet, on peut se blesser. Ça peut être minime, comme ça peut être un peu plus important. Et l'argent va être souvent amené à payer, acheter des choses. Effectivement, quand on achète des trucs, en général, on le met dans l'inventaire. Donc j'ai mis l'inventaire en troisième. Sac 1, sac 2, sac 3. Voilà. Ensuite, on a les équipements. Les équipements, ça va être un petit peu plus rare. On va moins souvent tomber sur des choses à s'équiper. Donc on le met ici, en quatrième place. En cinquième place, c'est les attributs. Littéralement, les attributs, on ne les touche jamais, sauf les attributs sup. Ici, j'ai caché, mais quand on commencera à se mettre des équipements avec des suppléments d'attributs, on pourra les rajouter ici. Donc voilà. Pour l'instant, on laisse cacher. Et enfin, les compétences, littéralement, c'est le truc qu'on touchera quasiment jamais. De toute façon, ici, on ne touchera jamais. Sauf peut-être les level skills. Les level skills, c'est ces petites choses. Et en fait, comme je dis à mes personnages, c'est que des fois, il faudra venir choisir un level skill et on pourra subgrade le point. Voilà, je passe niveau 3, ici, je passe niveau 2. Ou alors l'ultimate, à l'inverse. L'ultimate, on va pouvoir faire ça. Ici, on a notre petite fenêtre des couleurs, on va pouvoir l'abaisser comme ça. Et on va se dire, bah, on va perdre un stack d'ultime. 2 stacks d'ultime. Il m'en reste plus qu'un. Voilà, parce que moi, mon ultimate, en fait, on peut l'utiliser que 3 fois. Mais il est quand même relativement fort. Donc ça a quand même son importance. On va le laisser visible, mais on va pas forcément le toucher maintenant. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, mes joueurs, dans mon système, on va passer par un site que je vais vous montrer dès maintenant. On va arriver sur un site qui s'appelle Photopea. Photopea ou Photopea, en fait, c'est un site qui va permettre d'ouvrir un document Photoshop sans avoir Photoshop. Et là, tu vas me dire, ouais, c'est compliqué et tout, et ben finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire que oui, les G2D, on va les faire sur Discord, hein, comme les gens peuvent connaître avec des bots qui peuvent permettre de faire des G2D. Moi, je stream sur Discord pour partager mon écran et leur montrer les illustrations directement. Par exemple, moi, j'utilise ce système-là où je vais mettre comme ça en grand écran. Alors, par exemple, là, si je passe en stream, hop là, voilà, je coupe un petit peu l'écran pour pas qu'ils aient à voir le titre en haut, forcément. Donc je passe normalement comme ça en stream, mais là on va rester comme ça parce qu'on s'en fiche. Moi j'utilise ça en termes de plan en leur disant, bah vous arrivez dans la ville, donc ici il y a un grand portail comme ça. Alors eux ils ont pas forcément, au début ils ont pas la carte. Donc au début ils ont plutôt cette image là, voilà. Je lui dis vous arrivez ici, et vous arrivez devant un grand portail, et là je leur mets une illustration du grand portail, voilà. Il y a un grand portail, il y a des gardes, etc. Puis ensuite vous me dites vous rentrez à l'intérieur, alors il y a une grande avenue comme ça, vous voyez une grande tour ici, vous voyez ici qu'il y a un port, ou enfin en tout cas vous voyez de l'eau, etc. Voilà, je leur donne surtout des indications visuelles avec un plan, mais on n'est pas en vue du dessus comme sur un JDR avec un quadrillage, etc. Voilà. Je peux me permettre d'utiliser un petit outil pencil ici en leur disant vous arrivez comme ça, vous allez par là, tac tac tac, ici vous trouvez un truc, ou alors même sur les autres images je peux me le faire. Et puis voilà, ça sera quand ils auront la carte, parce qu'au moment ils peuvent acheter la carte de la ville et ils auront des informations supplémentaires, typiquement ici il y a un grand marché, l'animalerie, le port, etc. Donc on revient là-dessus. Photopea, pourquoi? Parce que ils vont pouvoir directement interagir avec leurs personnages comme ça. Alors normalement, quand on est ici, on va tout sélectionner, on va tout verrouillé, sauf level skill et item level. Pourquoi? Parce qu'au moins ça évite qu'ils aient à tout déplacer comme ça à chaque fois, voilà.
Parce que sinon, si on, par exemple, si on ne verrouille pas les résistances, s'ils font ça, ils peuvent déplacer les résistances même sans faire exprès. Donc c'est un peu chiant, donc on va tout verrouiller. Les choses à savoir importantes, c'est que même si c'est verrouillé, si je double-clique, voilà, je peux quand même... oula. Même si je double-clique, je peux quand même interagir ici avec les résistances. Donc par exemple, si je perds 10 PV, bah, je passe à 90. On valide, et voilà. J'ai perdu 10 PV. Si par exemple je dis tu me donnes 2 pièces d'argent, on double-clique là, on sélectionne là, on passe 2 pièces d'argent, donc on en est à 5, on valide. Et là on est bon. Si on nous loupe un truc, si on a un problème, on fait CTRL Z, ça revient en arrière. Ici de toute façon on a l'historique de tout ce qu'on a changé. Pour les sacs c'est pareil, moi pour les sacs, moi je dis toujours voilà, si vous voulez, hop, vous faites entrer, vous rajoutez par exemple, je sais pas, un livre spécial, un livre magique, on s'en fiche. Voilà, on fait comme ça, et par exemple si je rajoute une arme, genre une épée de gladiateur, on s'en fiche, et je dis bah elle est grande, elle prend 4 places, et ben ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire ça. Alors il y a plusieurs systèmes, mais on va pas se faire chier, on va juste mettre des petits points comme ça, on va copier les petits points, tac, et puis on fait tac, 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 elle prend 4 places. Là on valide, on sait que notre épée, elle a pris 4 emplacements dans notre sac, tout simplement. De temps en temps je leur dis, soit vous faites fichier enregistré, soit CTRL S, ça enregistre la fiche perso, comme ça si l'ordi s'éteint d'un coup on sait pas pourquoi, ben on a tout sauvegardé, c'est bon. Alors le seul truc qui va être peut-être un petit peu plus chiant, ça va être pour la couleur des items. La couleur des items c'est simple, donc du coup on fait apparaître ici, couleur item, couleur objet. On va sélectionner ici, clic droit, on va mettre pot de peinture. En fait, avec Alt, si on clique avec Alt, on peut choisir la couleur. Donc par exemple, je vais dire l'item est bleu, voilà. On va prendre le bleu et on va cliquer sur Item Level. On va se mettre là, voilà. On peut même changer les items qui sont là, tac. Voilà, tout simplement. Et puis ensuite, on clique là et on fait disparaître ça. Et toujours penser à bien recliquer là, parce que sinon, si je misclique, je fais ça, hop là, oups. Donc toujours à bien recliquer sur la flèche ici quand on a fini notre action. En soi, on a besoin de rien d'autre de tout ça. Vraiment, juste ça et le pot de peinture. Le reste, ça va se changer ici. En double-cliquant sur un texte, on va pouvoir changer le texte. Pareil, si jamais j'édite à des nouveaux attributs, on clique ici, on double-clique là, on se rajoute plus 10 en intelligence. Voilà. Et ça, en fait, l'avantage, c'est que moi, déjà, je vais le faire de mon côté avec Photoshop ou Photopea. Si j'ai pas Photoshop, on peut tout faire avec Photopea. Hein. Vraiment, c'est Photopea, c'est très très pratique par rapport à ça. Ce qui est important, par contre, alors oui, ça c'est un petit détail, mais c'est très important. Quand on utilise des polices spéciales, il faut les envoyer, il faut les rajouter. Tout simplement, c'est-à-dire que je vais aller dans T, ici. Je vais cliquer ici sur la police, changer la police, charger de police, et je vais pouvoir aller chercher les polices, par exemple, ici je les ai, là les 3, je les sélectionne, je fais ouvrir, et ça va me charger les 3 polices spéciales que j'ai utilisées. Donc si jamais on utilise des polices spéciales, c'est bien de les rajouter, de les envoyer. En vrai, c'est juste, moi j'ai fait un petit drive, je leur dis, vous les téléchargez, vous les installez, ça prend même pas 2 secondes en vrai. Voilà, du coup on a fait un bon petit tour déjà, on va faire un petit récap quand même, on a parlé de la création de personnages dans son équilibrage également, donc par rapport au sort, par rapport aux compétences, surtout par rapport en fait à l'univers dans lequel on va évoluer. Donc là, comme je disais, c'était un univers proche de League of Legends, donc j'ai copié un petit peu le système de LoL. Mais si on est sur des univers différents, on va pouvoir un petit peu s'approprier l'idée de base de l'univers et les mettre sur papier directement, comme ça on arrive à bien comprendre la création du personnage. Ensuite, la répartition des points d'attributs. Comme je disais, on calcule tous les attributs, donc si on a 10 attributs, si on a 15 attributs, on fait 50 partout, multiplie par le nombre d'attributs qu'on a, et on a le nombre de points à se répartir. Je pense que ça, c'est le meilleur en termes d'équilibrage, seulement si vous faites en sorte que vous puissiez gagner des attributs plus tard, des points d'attributs plus tard. Sinon, après, c'est vrai que ça peut être un peu limite, mais pour un début de jeu, c'est parfait. Voilà. Ensuite, en troisième, dans la création de fiches perso, restez soignés, faites des petits trucs propres. Comme ça, vous pouvez le réutiliser. L'outil Photopea est vraiment très cool quand on fait des choses avec des directions artistiques propres. Pour éviter... on se prend un peu plus la tête, mais en vrai, on a une vraie patte artistique dessus. Et ça, c'est très très cool. Et je crois que c'est à peu près tout, ce qui est déjà pas mal. Si j'ai des questions, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou des retours à me faire, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je reviens très prochainement avec une nouvelle vidéo où on discutera un petit peu sur comment créer un univers fictif et comment mettre du détail, des choses assez intéressantes, des petites techniques qu'il peut y avoir en termes de crédibilité de l'univers. C'est-à-dire que quand on crée quelque chose dans un univers,
un petit peu à l'esthétique de J.K. Rowling, etc. C'est toujours bien d'avoir une logique derrière. Je l'ai créé, mais il faut qu'il y ait une compréhension de pourquoi ça existe, pourquoi c'est là. Il faut pas que ce soit tout le temps full magique, et même la magie, des fois, c'est bien d'y mettre un sens, un truc un petit peu plus élaboré. Quand on arrive à faire ça, et en vrai, vous verrez, c'est vraiment pas très compliqué, je vais faire un petit tuto là-dessus. Quand on arrive à faire ça, l'univers, on plonge à fond dedans, on y croit beaucoup plus, on se dit, putain, c'est vrai que c'est vraiment possible et tout, vas-y, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de m'y plonger, quoi, tout simplement. En tout cas, je vous remercie, et puis, bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais jamais quoi dire sur les mots de la fin, donc des bisous à tous, quoi.